Donc, on serait maintenant rendu à la dernière conférence qui s'intitule « Commercialiser du bois de qualité en circuit court, du rêve à la réalité ». La dernière conférence sera offerte par M. Pierre Jobin. Il est agronome de formation et travaille à temps plein comme producteur agricole et forestier à Fredericksburg. Il s'est associé avec plusieurs citoyens pour mettre en place le réseau foresterie Fredericksburg Région en 2017, qui a été un mandat éducatif autour des enjeux liés à la forêt et à la foresterie. Puis, le groupe a lancé la coopérative Bois d'exception en 2019, avec comme mandat de commercialiser en circuit court le bois de nos membres auprès d'artisans et d'ébénistes régionaux. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Jobin. Merci, Claudine. Merci à l'association de nous avoir invités. Je vais, dans le dernier 15-20 minutes de la journée, essayer de vous présenter notre projet. Un petit projet qui se passe dans un petit village avec les voisins. Et puis, je vais aussi vous présenter d'où il vient, l'origine du projet, pourquoi, mais aussi où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis, les défis pour la continuité. Je vais y aller avec ça. OK. C'est important, je pense, de vous situer Fredericksburg. Fredericksburg, c'est un petit village, 1000 habitants environ, sur la frontière américaine, en ligne nord-sud avec Granby, Cowansville, Fredericksburg, 3 km de la frontière. Le piémont des Appalaches, donc on n'est plus dans la plaine, on rentre dans les montagnes. Puis derrière le mont Pinac, qui est sur notre municipalité, vous avez les monts Sutton, donc le grand massif. Fredericksburg, c'est un couvert forestier de 65 % sur à peu près 12 000 hectares. Donc, 65 % de l'ensemble de notre municipalité est sous couvert forestier. Une tendance, évidemment, ça représente un patrimoine naturel exceptionnel. C'est des forêts du sud du Québec que vous connaissez. Donc, belle diversité, beaucoup de feuillus. Une prucheraie assez importante aussi. C'est un milieu de vie pour notre communauté qui est d'une richesse inestimable. Je pense que tout le monde apprécie. On dit souvent que la forêt appartient à tout le monde à Fredericksburg, bien qu'elle appartient à un peu plus d'une centaine de propriétaires. C'est une richesse écologique, évidemment, et on en parle de plus en plus. Et c'est aussi une richesse économique, quoique, on va le voir, il y a eu un désengagement de la foresterie assez important dans les 40 dernières années sur notre municipalité. Puis sans contester, incontestablement, c'est un attrait touristique, c'est de la topographie variable, c'est le début des cantons de l'Est, donc c'est très attirant. On dit même à l'occasion, puis moi j'évite de le dire parce que ça attire trop de monde, c'est un des plus beaux villages du Québec. Une réalité évidente du territoire, c'est qu'on a une perte de territoire agricole. Et étant donné que la foresterie est étroitement liée à l'agriculture, bien, il y a eu comme une perte de territoire forestier en activité forestière. À ça, on peut parler j'utiliserai le mot, d'une évolution du profil sociologique des habitants de Fredericksburg. Dans les 40 dernières années, il y a eu un mouvement important de néo-ruraux. Moi, j'ai grandi à Fredericksburg, j'ai 63 ans aujourd'hui. Quand j'étais petit, dans mon école, il y avait principalement des fils et des filles d'agriculteurs, de familles agricoles. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Donc, on a eu une perte, on a eu un mouvement de producteurs forestiers vers propriétaires forestiers. Des propriétaires qui n'ont pas nécessairement ni les capacités, l'intérêt, la nécessité économique d'aménager et d'exploiter leur forêt. Donc, c'est une réalité qui est évidente chez nous. Et avec ça, il y a une croissance importante parce qu'on a eu un enjeu important de développement de la montagne du Mont-Pinac il y a plusieurs années, une trentaine d'années. Il y a un enjeu important, il y a une croissance importante de l'intérêt et de la préoccupation pour l'environnement, pour l'écologie. Au point où, à une certaine époque, on avait un genre de conflit ou de polarisation entre conservation et gestion ou exploitation, qui s'est calmée depuis ce temps-là, mais qui était quand même très présente chez nous. Relativement récemment, depuis les 10-15 dernières années, il y a eu un renouveau agricole qui n'a pas remplacé la perte de territoire agricole, parce qu'on parle de petites fermes, les fameuses fermes d'agriculture soutenues par la communauté. Donc, les ASC, petites fermes en connexion directe avec la clientèle consommation. Donc, marché de proximité, circuit court, toutes ces idées-là. L'agrolinette est juste à côté de chez nous. Vous pouvez connaître avec Jean-Martin et Maud-Hélène, mais aussi
les fermes plus anciennes, Jardin de Tessa et d'autres, qui ont créé un mouvement à Fredericksburg et qui a attiré beaucoup de jeunes familles. Donc, ce qui était un enjeu de vieillissement il y a 20 ans, 15-20 ans, et a été relativement corrigé. Et ça amène énormément de dynamisme chez nous. Ce qui est important de dire, c'est que cette coopérative qui est née en 2019, on le disait, bien, elle est l'origine de quelque chose de plus gros qu'elle. En 2010, un groupe de citoyens s'est réuni et a formé Vitalité Fredericksburg. On avait un enjeu de dévitalisation. On n'est pas en Gaspésie, là. On était à 1 heure de Montréal, et pourtant, il y avait cet enjeu-là. Pourquoi? Bien, parce que les gens qui venaient s'installer chez nous étaient surtout des gens à la retraite, manque de jeunes familles, plus d'enfants à l'école, perte de la caisse populaire, perte du bureau de poste. Donc, une mobilisation citoyenne pour dire « Oh, on a un enjeu ». Dans les enjeux ciblés par ce regroupement citoyen, il y avait l'enjeu agricole et forestier qui a amené à la création du réseau Foresterie Fredericksburg et Région. Notre réseau s'est donné pour mission de sensibiliser, éduquer, apprendre ensemble comment prendre soin des forêts. Ça a été ça pas mal la mission qu'on s'est donnée. Et il a créé toutes sortes d'activités. Faire venir des conférenciers, des chercheurs en foresterie, des visites de boisés, quels sont les enjeux, les PEE qu'on parlait ce matin, le surbroutage du chevreuil, les changements climatiques, sensibiliser la population à ces enjeux de notre forêt qui représentent pratiquement tout notre territoire. Ça a créé un mouvement, est apparu le Festibois en 2019. Festibois, c'est un festival où on parle de l'arbre, de la forêt, de la foresterie, du bois, des artisans et de tous les métiers qui sont liés de la chaîne de production, de l'entretien de nos forêts, jusqu'à l'œuvre en bois qu'on peut amener ou la construction des maisons. On a réalisé la 5e année du Festibois cet automne. Ça a aussi contribué au mouvement. Dans tout ça, il y a quelques producteurs agricoles, forestiers principalement, qui disaient on doit bien pouvoir profiter de cette dynamique pour peut-être trouver une formule où on pourrait vendre notre bois à des meilleurs prix pour des petits volumes de bois. Mais avant de passer à la description, je vous dirais juste que si ça l'a mené à Coopérative Bois d'Exception, il y avait aussi la Fiducie du Mont-Pinac qui était dans le parage depuis 30 ans. Il y avait une école au village qui avait créé un arboretum dans la cour de l'école depuis 25 ans. Et qui faisait de l'éducation relative à l'environnement et à la forêt. Il y a la municipalité qui s'est impliquée par la suite ou dans le même mouvement avec un projet forêt-école dans son parc municipal et qui est devenu producteur forestier depuis les 3 dernières années. Et puis la création d'un comité consultatif pour conseiller le conseil municipal sur les enjeux liés à l'agriculture et à la foresterie. Donc, comme je le disais au début, c'est une coopérative qui est née dans un mouvement dynamique, de toute allégeance, avec toutes sortes de perspectives, mais où on a réussi à travailler ensemble pour faire avancer cet enjeu de santé des écosystèmes forestiers en particulier, et de tenter de travailler ensemble, donc pour en faire un enjeu collectif. Puis je pense que ça positionne bien l'intention de notre coopérative. La coopérative, pourquoi elle s'est ajoutée à ça? Bien, tout clairement, c'est pour faire du business. Moi, comme producteur forestier, j'envoie une vanne au moulin, je reçois 75 cents, 85 cents, une pièce et 20 le PMP. Si je le vends à mon voisin qui est ébéniste, il pourrait me donner 4 pièces et demie, 5 pièces et demie, 6 pièces et demie, 8 pièces selon l'essence. À plusieurs, on s'est dit, cette marge-là, est-ce qu'on pourrait essayer de la garder chez nous pour donner des emplois? Elle va nous coûter quelque chose, la marge, parce qu'il faut transformer le bois pour le rendre à l'artisan. Mais cette marge-là, elle peut peut-être être gardée chez nous, localement, pour créer des emplois. Fredericksburg, comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup de chance d'avoir un IBM ou d'un General Electric chez nous. Il y a un tout petit parc industriel, puis il est vide. Donc, si on veut parler d'économie, bien, il faut parler de la ressource qui est présente chez nous, puis la ressource, c'est la forêt. Comment peut-on le faire de façon à ce que ça soit avec une acceptabilité sociale?
de façon à ce que ça ne soit pas comme les erreurs du passé. Bien, c'est sur ces éléments-là qu'on a tablé pour développer le projet. Donc, si on voulait valoriser les ressources chez nous, bien, il fallait s'engager dans ce mouvement que je vous parlais de départ, à respecter des pratiques forestières qui préservent la santé des écosystèmes, mais aussi en assurant une certaine viabilité économique de ceux qui y participent, pour créer cette dynamique communautaire, dire « OK, on va de l'avant dans ce sens-là ». Ça paraît simple à écrire, on était bien naïf d'y croire, parce que c'est tout un défi de joindre ces trois éléments-là, mais c'est dans cette dynamique-là qu'on essaie de travailler. Bien sûr qu'aussi, la coopérative, c'était l'idée de partager des infrastructures. Rapidement, dans le projet de vendre à nos artisans locaux notre bois comme producteur, il y avait l'enjeu de comment tu le veux en tant qu'artisan le bois. Les artisans nous ont tous dit, du bois séché à l'air, nous, on a de la misère à travailler avec ça, donc il va falloir avoir un séchage de haute qualité. Ce qui nous a amené à la coopérative d'aujourd'hui. Elle a été créée en 2019, comme on le disait. Elle est en opération depuis janvier 2023. Pourquoi janvier 2023? Parce qu'à cause de cette exigence de nos artisans qui étaient prêts à acheter notre produit à qualité égale et à un prix compétitif, bien, il fallait le sécher. Donc, on a dû faire un investissement assez important pour un séchoir vacuum. Ça a pris du temps, on était en pleine pandémie. Ça nous a pris tout ce temps-là. La coopérative comme telle, aujourd'hui, c'est une coopérative sans but lucratif. Elle travaille à 2 memberships. Donc, nous sommes 40 membres. Il y a un membership producteur forestier, propriétaire forestier, et un membership artisan. Notre zone d'activité, c'est Fredericksburg principalement, et région. On avait dit 50 km. On ne va pas bien plus loin que 20 km de rayon, où se trouve l'ensemble de nos membres. Ce qui est intéressant, c'est depuis 2019, mais depuis 2020-2021 surtout, on voit qu'il y a des emplois qui sont créés dans la dynamique, dans la queue, dans le sillon de ce qu'on essaie de faire, entre autres des jeunes qui viennent s'installer pour offrir des services. Qu'est-ce qui sont les services de la coopérative? En fait, c'est essentiellement commercialiser le bois des membres, sans intermédiaire. Donc, directement de producteur à artisan, à ébéniste, à maître escalier, etc. Et réseauter nos membres avec les intervenants du milieu. Donc, la coopérative ne fait pas d'abattage, ne fait pas de récolte, ne fait pas de sciage, ne fait pas de transport. Par contre, on connaît des gens, et il s'en est ajouté depuis, c'est ces jeunes qui sont arrivés, qui ont dit, bien, moi, faire du transport, je m'achète une clame, j'ai un pick-up, je peux transporter des billes. L'autre, il peut transporter le bois scié. On a maintenant 2-3 moulins à scie portables qui se déplacent sur les sites où le bois est récolté la majeure partie du temps. Parfois, bien, on déplace les billes selon les situations. Mais tout ça pour dire qu'on a créé le besoin, non pas à l'intérieur de la coopérative, mais avec le réseau qui s'est installé dans les années précédentes, faisant en sorte d'alléger notre structure coopérative et donc la question de liquidité quand tu décolles une entreprise de ce genre-là. On a aussi des activités de formation de toutes sortes, principalement à partir du réseau. Donc, le réseau Foresterie est toujours actif et nous aide à organiser des activités de formation pour nos membres pour être sûr d'avancer dans la bonne direction et avec les bonnes pratiques et apprendre du métier. On a des services aux non-membres qui ont été salutaires au début dans nos 18 premiers mois de travail de séchage de bois, entre autres le séchage de bois à forfait. Il y a beaucoup de monde qui ont un peu de bois, qui ont 500 PMP de bois à faire sécher. Ils appellent, si le séchoir est disponible, on le remplit puis on sèche le bois. C'est un séchage qui est rapide, on le verra tantôt, mais c'est un service qui est extrêmement apprécié. Nous, on préfère sécher le bois de nos membres pour vendre le bois de nos membres, mais étant donné que tu investis sur un séchoir vacuum qui coûte très cher, ça a été salutaire pour tenir en activité. Donc, le séchoir fonctionne actuellement en continu, à la fois grâce au bois des membres qui rentre dans le système, que le bois à forfait que nous séchons pour des particuliers ou des travailleurs, des ébénistes qui parfois ont quelques morceaux de bois à faire sécher.
Bien sûr aussi aux non-membres, on ne vend pas que du bois à nos artisans membres. Ce n'est pas assez important en termes de volume. Donc, on vend aussi du bois à des non-membres qui ont besoin de bois pour faire des travaux d'ébénisterie chez eux ou peu importe. Les infrastructures, relativement légères. Un aile d'un bâtiment sur une entreprise agricole d'à peu près 3000 pieds carrés qui permet un inventaire actuel d'à peu près 30 000 PMP s'il est plein. Une technologie, donc si le bâtiment, l'entrepôt, ce qu'on appelle l'entrepôt, permet de conditionner le bois, donc quand le bois vient d'être scié, avant de le mettre au séchoir, on pourrait le faire, c'est pas idéal, on apprend tout ce métier-là, mais on aime mieux le conditionner, le laisser sécher à l'air quelques semaines, quelques mois, c'est idéal, pour après ça le rentrer dans le séchoir. Le séchoir, c'est une technologie allemande, c'est un séchoir vacuum, et non pas à plaque, mais à circulation d'air. Je pourrais aller voir Eberl, vous allez le trouver. Je ne suis pas un grand spécialiste, ingénieur non plus, de ces mécaniques-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet un séchage de haute qualité avec une rapidité surprenante. Bien sûr que ça a pris du financement. On est allé auprès de nos membres, on a émis des parts privilégiées pour lever une première possibilité de financement. Et par la suite, on a été appuyé par la Caisse d'économie solidaire des Jardins et le régime d'investissement social du Québec. Les produits qu'on a à offrir, bien, dans le fond, c'est le bois de nos membres. Qui est préparé à la vente selon des formats assez standards, mais aussi on fait du format sur demande, sur mesure. Donc, quelqu'un nous demande de le couper sur quartier, bien, on a un scieur actuellement qui est capable de scier sur quartier. On n'en fait vraiment pas beaucoup, ce n'est pas des grosses demandes, mais si elle vient, on est capable de la combler. Parfois, on fait des plots, on fait ce que les gens nous demandent, mais on fait aussi un standard pour répondre à ce qui est plus régulier. Dans les demandes que nous avons. On travaille avec des petits volumes. Vous avez vu, le séchoir plein, il est 1000 PMP. Donc, si ça prend 3 jours ou une semaine, bien, on voit très bien que sur une année, bien, on va peut-être sécher 30, 40 000, 50 000 PMP, pas bien plus, même si on roulait au fond de la caisse. Donc, c'est une petite entreprise et on veut qu'elle reste petite, mais on veut qu'elle serve bien ses membres. Puis tranquillement, on réalise que oui, ça peut marcher. Notre prix reste compétitif. Le séchage, je le disais tantôt, rapide, qualité. Puis là, ce qui est intéressant depuis 18 mois, c'est que les artisans ont travaillé avec le bois qui est sorti du séchoir et ils trouvent ça super. Le grain est beau, il est clair, il n'y a pas décoloré. C'est stable sur les machines, c'est bien séché. C'est ça qu'on veut entendre. On continue. Le prix compétitif, je vous dis, c'est pas facile. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est d'obtenir une plus-value sur le bois comparativement à ce qu'on peut obtenir chez Bois Marron, chez Langevin Forêt. Ben, maintenant, c'est soudé, chez Goodfellow. Mais par contre, on est patient et ce qu'on réalise, c'est que pour notre artisan, changer d'approvisionnement, c'est extrêmement difficile. Ça le met à risque, il n'est pas sûr, la qualité va être au rendez-vous. Donc, les artisans, ils vont progressivement. Ils ont beau être membres chez nous, ils ont beau reconnaître que c'est super trippant de dire « Wow, je travaille avec le bois localement jardiné, puis je le mets dans un meuble que je vais vendre à quelqu'un de sa maison localement. » Tout ça, le principe est super brillant, mais de le mettre en pratique, il faut être patient. La clientèle, bien, je vous l'ai dit, on a un maître escalier à Fredericksburg, donc c'est un gros acheteur chez nous. Il fait un escalier par mois. C'est des escaliers balancés en 8 quarts, 12 quarts, selon les situations. Donc, c'est un acheteur d'un certain volume. On a quelques ateliers d'ébénisterie à Fredericksburg, mais aussi dans la région. Et puis, on a des contracteurs qui, tranquillement, viennent chez nous pour des demandes bien particulières, bien spécifiques. Nos défis, pour conclure, écoutez, la première chose, je vous dirais, on était bien naïfs de pouvoir remplacer l'intermédiaire. Il fait une job, l'intermédiaire. Nos moulins assis, où on a du séchage, ils connaissent le bois, ils ont des gens qui sont experts dans le domaine. Nous, on est producteurs agricoles, producteurs forestiers, on connaît nos machines, on sait bien travailler, mais sécher du bois, c'est un art en soi. Puis c'est un métier à apprendre. Donc, on a travaillé fort dans les premiers mois. La machine nous a beaucoup facilité la vie. C'est une machine dont la technologie est très facilitante.
Tu rentres l'essence de bois que tu mets dans le séchoir, l'épaisseur, le format, mais surtout l'épaisseur. Puis il y a des sondes partout qui sont en Bluetooth avec un ordinateur, puis tu demandes le séchage final que tu souhaites avoir. Tu fermes la porte, c'est parti. Quand la porte ouvre, tu as le séchage. Donc, tu es à 6 si tu as demandé 6 Puis c'est tout un système là, de ventilation et de distribution d'air qui fait en sorte que le bois ne craque pas, mais qui sèche autant par l'intérieur que par l'extérieur. Encore une fois, fouiller la e-Burl pour voir la technologie et le fonctionnement. Mais apprendre ce métier-là, c'est quand même quelque chose. Et apprendre le métier de vendre du bois, c'est quelque chose. On est dans ce processus d'apprentissage-là. On gagne nos épaulettes, on gagne notre croûte, mais c'est beaucoup de temps qu'on n'avait pas prévu devoir mettre, si je peux le dire ainsi. Développer la demande, c'est évident. En même temps, on ne veut pas que ça aille trop vite parce qu'on veut garder le contrôle. Et puis, au fur et à mesure que la demande augmente, il faut s'assurer que nos producteurs sont prêts à approvisionner. Je vous ai dit dès le début que nos producteurs ne sont pas tant producteurs forestiers, ils sont surtout propriétaires. Donc, ils n'ont pas nécessairement la machinerie, l'intention, l'habileté d'aller dans le bois pour abattre des arbres. Donc, ils sont même un peu frileux de travailler puis d'aller dans le bois. C'est des gens qui travaillent à Montréal et qui ont une grande propriété. Donc, on a un effort de convaincre les gens. Ils aiment beaucoup l'idée écologie, environnement, protection de la ressource, mise en valeur locale. Donc, ils rentrent dans le projet pour les principes, mais de là à aller abattre les arbres, ça y va doucement. Donc, sur les 30 membres, 35 membres que je disais tantôt, propriétaires, il y en a une dizaine qui bougent actuellement en termes de récolte. C'est suffisant pour notre demande, mais si la demande veut croître, il va falloir que l'approvisionnement croît aussi. Assurer un approvisionnement de qualité. On a vu rentrer toutes sortes de choses à l'entrepôt, des choses qui ne correspondaient pas du tout. Donc, se discipliner à... On a comment on l'appelle, celui qui est dans le cours du moulin, là, puis qui classe, là, c'est une job de police de dire ça passe, mais ça passe pas. Ce qu'on essaie de faire, c'est de le faire chez le propriétaire avant que son bois parte pour venir à l'entrepôt. Mais c'est une job qu'il faut faire, elle est essentielle. Là où tu fais de l'argent ou tu n'en fais pas, c'est le temps que tu passes à manipuler le bois. Donc, moins tu manipules, plus à la fin, il reste quelque chose dans la cagnotte. Il faut absolument augmenter la participation des membres, à la fois, comme je le disais, éventuellement à l'approvisionnement, mais surtout à la participation dans la coopérative. Une coopérative, ça a comme objectif de permettre à tout le monde de participer, sauf que, comme toutes les organisations, puis vous en connaissez certainement plusieurs dans lesquelles vous êtes impliqués, c'est toujours les mêmes qui sont au front, sur le conseil d'administration, puis on n'est pas à l'abri d'épuisement des ressources actuellement. Donc, il faut être capable de trouver de la relève, puis la première relève, c'est nos membres. Donc, c'est un défi pour nous dans l'avenir de les impliquer plus pour qu'ils participent plus. Et à ce titre, ça nous prend une ressource permanente. On a commencé l'effort de 18 mois au séchage avec un ébéniste à la retraite qui connaissait très bien le bois, qui pendant 30 ans l'avait travaillé avec une qualité de travail là, en termes d'ébénisterie assez élevée. Il nous a donné un gros coup de pouce pour partir, pour comprendre les grains, pour comprendre le bois, pour comprendre comment le sécher, etc. Pour comprendre aussi comment le vendre, ce que vaut une pièce particulière versus quelque chose qui est plus standard. On n'a pas été capable de la garder par manque de moyens financiers. Donc, actuellement, l'effort est fait par les administrateurs du conseil d'administration ou les plus proches. Donc, on est 7-8 personnes à faire marcher tout ça. On doit pouvoir dégager rapidement, on espère le faire dans l'année qui vient, dans la prochaine année, suffisamment de sous pour avoir une personne, non pas à temps plein, c'est pas l'intention, mais quelqu'un qui s'y connaît très bien. Et puis, je passe le message, s'il y en a qui cherchent un emploi à temps partiel, 2 jours par semaine, et que vous connaissez le bois et que vous êtes passionné de bois, pointez-vous, on a besoin de ressources à ce niveau-là, c'est sûr. Et puis, finalement, le label, le fameux bois d'exception, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, votre bois, pour appeler ça bois d'exception? Ce qu'on dit souvent, nous, c'est que ce qui est exceptionnel, c'est la logique entre entretenir la forêt, la jardiner, la transporter le moins possible lorsqu'on l'a abattue,
La garder le plus possible proche de son lieu d'utilisation, la sécher avec une technologie qui est très peu énergivore. L'avantage du vacuum, c'est ça. C'est un peu comme faire bouillir de l'eau au mont Everest. Ça prend beaucoup moins de chaleur pour sécher le bois. La rapidité d'exécution aussi, ça c'est intéressant pour l'artisan. Il fait sa commande le lundi. Si on a le bois dans l'inventaire, bien, on le met au séchoir, puis entre 2 et 7 jours, le bois est prêt. Il vient le rechercher, il peut faire son projet. Donc, il y a plein de petits avantages qui, pour nous, étaient importants et qu'on aimerait rentrer dans ce qu'on pourrait appeler un jour un label bois d'exception et qui serait à la fois la fierté du producteur. Ça voudrait dire que moi, ma forêt est bien jardinée. Ça voudrait dire aussi que la qualité du travail qui est fait pour l'amener à l'artisan est bien fait. Puis ça voudrait dire que l'artisan il pourrait mettre l'étampe bois d'exception sur son meuble, sur sa table, sur ses chaises, pour la clientèle qui serait fière d'avoir du bois bien jardiné dans sa localité ou dans sa région. Donc, ça demeure l'esprit dans lequel on veut aller, créer et mettre de l'énergie sur un label. On a déposé notre demande au gouvernement d'innovation, et je ne sais trop. C'est très long comme processus, et tant mieux pour l'instant parce qu'on en a pas mal plein les chaussettes à juste faire avancer notre projet. Par contre, moi je dis souvent, l'idée, elle demeure extrêmement intéressante. On a été beaucoup inspiré par les fermes de proximité, comme je le disais au départ, donc cette idée de circuit court, d'éviter les intermédiaires. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, c'est juste parce que si je suis capable d'avoir 3,5 piastres une fois que j'ai séché le bois, pour le bois, au lieu de 75 cents le PMP, j'en mets un peu plus dans mes poches. J'ai travaillé pour, mais j'ai aussi fait travailler du monde autour de moi. C'est cette idée de travailler localement et de mettre en valeur la ressource locale avec les acteurs de la communauté. Donc, on ne roule pas sur l'or, c'est clair, pas encore. Puis, on n'a aucune intention de le faire, mais on touche du bois, puis on espère que ça peut continuer. Merci à nos partenaires, entre autres l'agence, Claudine, la MRC Brome-Missisquoi au départ, qui nous ont donné un très bon coup de main pour décoller le projet. Caisse solidaire, Desjardins, le risque, mais aussi la municipalité de Fredericksburg. Comme je vous l'ai dit au début, on est un petit maillon d'une chaîne qui est très dynamique chez nous. Et c'est un morceau à la fois qui semble nourrir la dynamique, mais de laquelle on se nourrit aussi passablement. Donc, merci à la municipalité et à Vitalité Fredericksburg, qui sont des partenaires importants. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Donc, si vous avez des questions, je vous inviterai à aller au micro. Non? C'est bon, et merci infiniment. Merci beaucoup. Donc, ça termine bien notre belle journée. Ce que je retiens de la journée, vous avez vu, on a une journée assez diversifiée, mais qui avait un fil conducteur. Hein? On voit qu'à chaque conférence, on voyait qu'il y avait un petit fil conducteur. Un avant-midi assez rempli, on a vu les différents défis du secteur forestier. On pense les fameuses espèces exotiques envahissantes, on en a parlé. Les défis au niveau de la mise en marché, la transformation aussi. En après-midi, ça a été plus réglementation, ce qui s'en vient, bien se préparer à ce qui s'en vient. On a terminé aussi avec des super projets, des gens dynamiques, en tout cas, on a eu des conférenciers très dynamiques. Donc, merci beaucoup.